Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Un système de formation professionnelle qui garantit une meilleure insertion économique des jeunes et une compétitivité durable des entreprises. L'un des projets phares du roi Mohammed VI. Dans son discours à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain a appelé à accorder une plus grande attention à la formation professionnelle, tous niveaux confondus. Il importe aussi de mettre en place une nouvelle génération de centres de formation et de qualification des jeunes afin de répondre aux exigences actuelles et qui prennent en considération les spécificités et les besoins de chaque région. Dans ce sens, une réforme majeure en matière de formation professionnelle a été mise en place afin de réussir le pari de la transition socio-économique, une feuille de route qui capitalise sur les acquis du secteur de la formation professionnelle. L'idée étant de créer une nouvelle génération de centres de formation professionnelle matérialisés par des cités des métiers et des compétences dans chaque région du royaume. L'objectif étant de stimuler la croissance économique et de répondre de façon appropriée aux défis actuels et futurs. 12 cités des métiers et des compétences dans les 12 régions du royaume, 13 pôles métiers, près de 200 filières dans 17 secteurs d'activité et la mise en place de près de 16 nouveaux établissements qui totaliseront à terme 6 000 places par an. Voilà l'ambition de ce chantier. Pour le moment, il y en a certaines qui ont déjà été lancées. Les autres devront suivre durant les mois à venir. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec M. Driss Lerissaaoui. Vous êtes analyste politique et économiste. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien évidemment la formation professionnelle. Quel est l'état des lieux ? C'est un domaine extrêmement important et stratégique, d'ailleurs pour lequel le roi Mohammed VI, son père, Hassan II, avait déjà inauguré beaucoup d'étapes de croissance et de développement de ces centres, de ces formations professionnelles, particulièrement à travers le centre de la formation professionnelle et la promotion du travail. Le FPTT, c'est quelque chose qui a dû se renouveler et avec la nomination d'une nouvelle responsable, Madame Trisha, qui est devenue véritablement la femme qui a pris l'arme à la main et est allée chercher tous les moyens pour justement créer ces centres de compétences, ces îlots de prospérité. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller regarder ce qui se passe dans les métiers. On est en train de parler de quoi ? On est en train de parler de l'artisanat, des petits métiers de tous les jours, des orfèvreries, etc. Mais malheureusement, il y a eu un problème dans la chaîne, c'est que cette chaîne de savoir et de savoir-faire a été cassée pendant un moment. Et il fallait retrouver tout cela et retrouver l'envie d'apprendre et l'envie d'enseigner aux jeunes ces métiers. Et en fait, l'âge de l'apprentissage, il est limité. D'ailleurs, même les centres qui sont créés aujourd'hui, ils n'acceptent pas des jeunes plus de 30 ans. Moins de 30 ans, c'est l'âge qui est accepté. Il faut disposer d'un diplôme de formation professionnelle ou au moins un baccalauréat. Absolument. Qui permet aux lauréats de pouvoir rentrer dans ces centres-là. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de secteurs tels que l'artisanat. Et l'artisanat, on le sait bien, c'est un secteur qui a connu beaucoup de développement, beaucoup de compétences, beaucoup de choses. On a injecté énormément de technologies dans les centres disons pour la formation, mais malheureusement, on ne voit pas le résultat. Il fallait absolument trouver un moyen de faire en sorte que ces jeunes puissent transmettre. C'est ça l'idée. Et pourquoi ces résultats, on ne les voit pas ? Ces résultats, on ne les voit pas tout simplement parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas tous convaincus. C'est que le travail auquel ils sont destinés ne permet pas de gagner, disons, un salaire suffisant. Parce qu'en fait, à côté, ils peuvent faire fonctionner le système de la débrouillardise. En vendant des téléphones, des machins, etc., on peut gagner de l'argent. Les gens,
oublient qu'ils ont une carrière à construire. Ils oublient qu'il y a une retraite à préparer. Et ils vont vers le gain rapide. Et le gain rapide les amène, bien entendu, dans des expériences qui les amènent très, très souvent loin de leur pays, loin de leurs compétences, et ils font des choses ils deviennent des intermédiaires. Au lieu et qu'est-ce qui va changer maintenant avec ce projet des cités des métiers et des compétences? Il faut regarder les centres, disons, ces cités des métiers et des compétences, ce sont disons, des espaces de concentration du savoir, de savoir-faire. Par exemple, vous avez l'artisanat, elle est détaillée. Et vous avez là où il y a de la formation pure et dure, là où il y a de l'adaptation de la formation, là où on injecte, par exemple, des technologies qui peuvent être intéressantes pour la joaillerie, pour la tapisserie, pour le travail du cuir. C'est-à-dire que ce sont des secteurs où il n'y a pas d'espace où on peut faire fonctionner le système de la valorisation des compétences, sauf par ce qui est prévu à travers justement ces cités des métiers. Et j'espère que ces cités de savoir et de métiers vont pouvoir fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on apprend de nouveaux métiers. On apprend par exemple, parmi les choses que j'ai vues sur ce qui est présenté, c'est ce qu'on appelle les services à la personne. Ce sont les nouveaux métiers que nous proposons à nos jeunes pour qu'ils puissent justement répondre aux besoins, à leurs propres besoins et aux besoins de la société. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que ces cités de la connaissance, du savoir et des compétences seront véritablement l'espace de déploiement d'une nouvelle dynamique que les jeunes, les Marocaines et les Marocains vont découvrir et vont pouvoir les utiliser. Surtout qu'apparemment, il y a aussi des métiers d'avenir qui sont visés, comme l'intelligence artificielle, Absolument. Au niveau de la santé, de l'agroalimentaire et tout ça. Donc, c'est des métiers, d'abord, vous trouvez tous les métiers que nous connaissons au niveau de l'artisanat, par exemple, mais vous ajoutez la santé, vous ajoutez les nouvelles technologies, vous ajoutez l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des secteurs qui peuvent encadrer un jeune. Et un jeune, avant 30 ans, il est réceptif. Il peut apprendre des choses. Parce que c'est un jeune qui apprend même dans la rue, dans son portable, dans son téléphone. Donc, comment voulez-vous que les gens n'apprennent pas? Et j'ai ici c'est-à-dire que ce sont des 30% par exemple des programmes qui sont préparés. Il est dédié aux compétences transverses. Les nouvelles méthodes de pédagogie sont adaptées à la qualité et à la nature des gens qui vont fréquenter ces centres, donc ce qui est extraordinaire. Et en même temps, les espaces de vie, il y a des espaces de vie intéressants. Il y a même des internats pour les gens qui viennent de très loin. On les fait loger sur place. Et ça, les gens ne le savent pas. Probablement, avec les inaugurations qu'il va y avoir, il y a l'Office de la formation professionnelle va devoir aussi faire un effort de sensibilisation, d'information, pour dire aux jeunes, venez, prenez votre chance. Et moi, j'ai vu aussi des centres où on peut former des filles. Et vous savez, absolument, c'est-à-dire les filles, quand on regarde les statistiques officielles, on trouve que la plupart des victimes du non-emploi, c'est d'abord les filles. C'est les premières. Elles n'ont pas le salaire comme les garçons, et c'est les premières à ne pas bénéficier de la formation, et elles restent sur le banc de la société. Donc,
il faut prendre tout ça en considération. Et tout cela va justement changer grâce à ces nouvelles formations qui vont certainement aussi avoir un impact sur, je suppose, l'économie et sur l'emploi aussi, sur l'emploi des jeunes. Vous disiez tout à l'heure que certains jeunes se tournaient vers l'artisanat, mais ensuite qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de débouchés, qu'ils se tournaient vers d'autres choses. Absolument. Donc maintenant, quel impact auront ces nouvelles formations justement sur l'emploi maintenant de ces jeunes? Écoutez, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai ici. Par exemple, pour l'artisanat de service, par exemple, il participe à l'exportation à 792,15 millions de dirhams, c'est-à-dire 7% du PIB. Imaginez que c'est quand même un secteur important qui peut offrir des possibilités extrêmement intelligentes pour les secteurs. Alors, il y a les secteurs, il y en a au moins 12 secteurs, dont 3 nouveaux, on a dit tout à l'heure. C'est d'abord tout ce qui est le digital, la santé et les services à la personne. C'est 3 nouveaux secteurs dans lesquels l'État investit des moyens. L'Office de la formation professionnelle a mis tout ce qu'il faut pour justement amener les compétences, les formateurs. C'est ça, non, il manque beaucoup de formateurs. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand vous regardez les autres secteurs, le tourisme, etc., qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez qu'il n'y a pas de formateurs. Il n'y a pas de cadre capable d'encadrer les jeunes qui viennent comme étant des apprenants. Personne ne leur apprend quoi que ce soit et ils sont perdus. Pourquoi? Parce que d'abord, ceux qui ont le devoir de recruter les gens, ils vous disent que nous, on n'a pas les moyens, on ne peut rien faire. Et en fait, par exemple, dans le tourisme, on préfère utiliser les smicards. D'accord. Et ils ne sont pas employés à long terme. Et les meilleurs qui sont formés dans les écoles de formation, ils partent à l'étranger. Ils partent dans les pays du Moyen-Orient ou en Suisse, etc. Donc avec ces nouvelles formations, on va au moins éviter la fuite des cerveaux. On l'espère. On l'espère, parce qu'en fait, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de dire à ces gens, vous êtes capable d'avoir un métier noble, un métier de qualité, vous pouvez gagner de l'argent par vous-même, vous pouvez, et de toutes les manières, même le système fiscal a été adapté avec le système des auto-entrepreneurs, etc. Ça facilite beaucoup les choses et ça permet aux gens de pouvoir facturer de manière honnête et de sortir de l'informel et d'être véritablement dans la clarté du jour et de dire, moi, je suis artisan, je suis professionnel dans tel domaine, et ça marche, en principe, ça doit marcher. Donc, il y a une enveloppe de 3,9 milliards de dirhams, près de 4 milliards qui va être mobilisée dans ce sens. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut plus? C'est un début. Vous savez, quel que soit le budget que l'on prend pour justement lancer un projet, 3,9, donc pratiquement 4 milliards de dirhams pour lancer ce projet, ce n'est pas suffisant. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est juste un moyen de lancer une dynamique. Et avec le lancement de cette dynamique, on attendra que les choses puissent aller de mieux en mieux et surtout que les jeunes puissent s'acclimater, s'adapter et rentrer dans le jeu. C'est ça le plus important. Ici, on parle de lauréats qui rentrent comme étant des gens pour profiter de formations de pointe. Ensuite, après, c'est des lauréats qui peuvent eux-mêmes apprendre à d'autres et c'est une dynamique qui se crée de cette manière. Donc tout cela, je pense que ça permet à tout un chacun de pouvoir se faire une place dans ce système extraordinaire qu'est le Maroc, parce que le Maroc est en train d'évoluer. Et nous avons beaucoup d'industries, nous avons beaucoup d'activités qui utilisent la main-d'œuvre marocaine. Et il y a un moment, on a utilisé de la main-d'œuvre marocaine comme étant, disons, le quatrième roue de la charrette, c'est-à-dire que c'est la chose la plus simple. Les smicards, non. Au Maroc, il y a de la main-d'œuvre de qualité, ils travaillent dans des secteurs de pointe, et c'est grâce à ces ressources humaines que le Maroc a pu gagner des places dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, dans beaucoup de domaines qui aujourd'hui font du Maroc une exception
au niveau de l'Afrique et au niveau des pays arabes. Parce que maintenant, la main-d'œuvre est qualifiée, comme vous dites, justement. La main-d'œuvre, elle est qualifiée, et c'est grâce à cette main-d'œuvre qualifiée que l'on peut aller de l'avant. Et on ne peut pas faire de la compétitivité avec rien du tout. Et on renforce le Made in Morocco avec des produits de qualité. Absolument. Le Made in Morocco sera non seulement, ce sera bien entendu un slogan, mais c'est surtout une pratique. On consommera ce que nous aurons produit par nous-mêmes, par nos filles, par nos garçons, etc. Et c'est des gens qui vont avoir, si vous voulez, envie de faire en sorte que l'économie marocaine soit véritablement cet espace de déploiement, de belles dynamiques, de belles opportunités extraordinaires pour le Maroc. Donc ces formations répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région. Oui. Quelle sera donc cette valeur ajoutée, le fait d'adapter chaque formation par rapport aux régions en question dans laquelle les personnes évoluent? C'est une question qui a été toujours posée. Si vous êtes dans une région, je ne sais pas laquelle, Tanger, Tétouan, le Hoceima, ou là, vous allez parler de Fez Meknès, ou là, de Rabat, Salek, Nitra, etc., ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a des régions qui sont fortement agricoles, il y a d'autres régions où il y a de l'agro-industrie, etc., etc. Alors, comment voulez-vous définir un plan global pour tout le monde? Les seuls secteurs qui peuvent être transverses, c'est l'artisanat, par exemple. À l'artisanat, on est en train de réfléchir sur comment transformer une activité artisanale d'un secteur où il n'y avait pas, qui n'était pas capitalistique, il devient maintenant capitalistique, où il y a injection de capitaux, etc., et de technologies, et où il y a, c'est un espace où on peut gagner de l'argent, parce qu'en fait, imaginez que vous êtes en train de parler, par exemple, du tissage, je ne sais pas, peut-être de caftan, de machin, c'est quelque chose qui ne coûtait rien avant. Mais maintenant, un caftan, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas les métiers anciens, c'est les métiers de demain, de maintenant. Et il faut que les Marocaines et les Marocains puissent comprendre cela. Je pense que l'Office de la formation professionnelle part dans cette logique-là. Et justement, quelles sont les perspectives pour ces métiers d'avenir, justement? C'est les perspectives qui sont celles de l'économie marocaine, parce que le Maroc est en train de faire un travail énorme pour conquérir des marchés au niveau de l'Afrique. Il y a une ouverture extraordinaire, il y a une politique africaine du Maroc qui est très réussie, qui marche bien, et nous avons également un partenariat avec un certain nombre de pays européens qui viennent investir chez nous. Donc comment voulez-vous ne pas faire évoluer le métier, la manière de faire, les outils qui sont offerts à la jeunesse marocaine, et les perspectives, elles seront toujours prometteuses. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser dormir une activité comme celle-là et avec laquelle on peut gagner de l'argent. Gagner de l'argent honnêtement et de manière rapide, c'est à travers justement le développement de ces activités et la modernisation des activités industrielles, artisanales, agro-industrielles, etc. On arrive presque au terme de cette émission, mais quand même une dernière question. Est-ce que ces cités métiers pourront devenir un cadre ou un modèle pour les dispositifs déjà existants? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront lancés, peut-être que ça deviendra un modèle et que ça servira d'accélérateur pour modifier ce qui est déjà établi et pour améliorer ce qui est déjà établi. Très certainement. Vous savez, ces cités de compétences et de métiers, ce sont des cités où il y a d'abord beaucoup de personnes qui ont une très haute formation importante sur le plan professionnel. Mais je me rappelle très bien, il y a un espace qui n'est pas loin de Rabat où, grâce à la bienveillance et du roi Mohamed VI, on avait recueilli des jeunes qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les handicapés. Alors ces jeunes sont pris en charge, ils sont formés par des professionnels, de grands professionnels, de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Et ils sont arrivés à créer une restauration
de qualité, avec des fours, une agriculture bio, etc., imaginez que des jeunes qui n'avaient aucun espoir dans la vie, grâce à ce système de formation, cet encadrement de haute qualité, ils prennent aujourd'hui la peine, parce que j'ai trouvé quelques-uns d'entre eux sont même membres d'une équipe nationale de natation, par exemple. Alors que sur le visage, vous voyez que c'est quelqu'un qui a quand même une déficience. Donc c'est des gens qui sont déficients psychologiquement, physiquement, etc. Mais la formation leur a donné la possibilité de s'élever et de devenir des gens intéressants et importants. Et c'est des gens qui peuvent gravir les échelons très rapidement une fois intégrés dans un système professionnel. Absolument, donc on ne peut attendre que des choses bonnes qui arrivent à l'avenir. Certainement. On reste optimiste. Et voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Driss Laissaoui. Merci à vous. Avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste et politologue, analyste politique. Voilà, donc merci à vous. Merci à vous, merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.